Et bienvenue dans la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la matinale qui vous permet d'avoir toutes les informations. Bienvenue dans la matinale qui embellit votre journée. Et bienvenue dans la matinale qui vous permet bien sûr de bien démarrer votre mardi. Oui, car aujourd'hui, nous sommes mardi. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Toute l'équipe est en place. Les soldats du matin sont là pour votre plus grand plaisir. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est un acte délibéré pour mettre fin à sa vie. C'est le suicide, on en parle aujourd'hui. Quelles sont les causes et surtout cette problématique que nous allons mettre sur la table de discussion, c'est comment détecter une personne suicidaire. Et oui, ça pourrait être simple de le dire, mais tellement complexe ce sujet que nous allons décortiquer aujourd'hui avec Dr Frédéric Abidjo que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, sans oublier les différentes articulations de cette émission. On va démarrer avec Renaud donc. Aujourd'hui, c'est un seul arrêt. Oui. Ton bus... Non, le bus ne va pas loin aujourd'hui. Indirect. Mais ce qui est bien dans ton bus aujourd'hui, c'est que ton bus, il est brandé de couleur rouge. Oui, franchement, celle avec laquelle je vais piloter le bus. Oh, justement. Bon, je ne sais pas si elle est... Dans le bus, c'est quoi? Il y a le chauffeur et le receveur. Oui, mais... Bon, aujourd'hui, il n'y a que le machiniste. Hein. Ouais, la plupart des bus. Bon, les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais en tout cas, ma copilote... C'est une belle hôtesse de l'air. Oui. En fait, de route. On est sur la terre là. Donc, ma copilote aujourd'hui, elle est en rouge. Docteur Topé, elle est encore dans la couleur de l'amour. Bien sûr, c'est le mois de février. Février n'est pas encore fini. Hein. C'est vrai que février n'est pas encore fini. Hein. Voilà. Aujourd'hui, est On n'est que le 25 aujourd'hui. Le 25? Oui, il y a encore quelques jours donc. Ah ça, les virements sont passés? Ah, pas encore. Appelle ta banque. On va s'installer, hein, pour ne pas faire arrêter le docteur Topé et on va le recevoir. Hein, ce grand monsieur qui va nous parler de ce sujet croustillant aujourd'hui, docteur Frédéric Abidjo. Ça peut aller? On se revoit beaucoup de plaisir. Hein? Bien sûr, hein? Bien sûr. Toujours en dimanche. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, toujours le docteur Frédéric Abidjo, la cravate va avec la pochette. Si. C'est la marque de gentleman. C'est gros, BT. Ouais, ils sont comme ça, il paraît. Oh, mais tu peux parler de nous. Je n'avais que ça à dire. Ah, ok. Sinon, tu peux continuer. Alors, ça peut aller? En tout cas, il est bien mis. Merci infiniment, maman. Merci beaucoup. Il y a combien de couleurs de cravate et de... Combien de couleurs agencées? Qu'on fasse le décompte matin, on va pas il y en a il y a tout un placard. Il me dépasse. sur la question, il me dépasse. C'est comme le coach Wed, elle a des chapeaux, elle a toutes les couleurs. Toutes les couleurs, je me demande comment on fait. Ah, ça, je pense que elle sait le faire et puis elle sait s'habiller, c'est beau qu'elle le porte. Mais oui. Donc, en tout cas, il agence bien aussi, le docteur Frédéric. C'est l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Le mélange de couleurs, ça, si vous voulez, ça dispose au bien vivre et au bien-être. Oh là là. Ok, il a démarré comme ça. Dans la rubrique, c'est à 7h35. Au moins de quoi ne pas avoir de raison pour se suicider avec les couleurs, l'arc-en-ciel. Vous avez tout dit. Et les couleurs, on a appelé ce matin. La vie. C'est ça. Le jaune, en passant par le bleu, le bleu et tout. Le gris, le plateau, il est coloré. Moi, je voulais être en rouge ce matin, mais ils disent, il faut aller doucement. Il fallait le faire. Donc, c'est vrai que tu es très amoureux, mais il faut aller doucement. Alors, docteur, on a bien dormi? Oui? Oui, docteur a mis le rouge pour vous. Comme elle? Oui, bien sûr, j'ai bien dormi. Et puis, Renaud, tu vois l'imprimé là? Ah oui. Ah, c'est mignon, ça. Ah oui, je n'ai pas fait attention. Si, c'est des colonnes de journal. C'est la revue. C'est la revue de presse. La revue de presse. Oui. Elle a bien imagé, quoi. Alors, on peut bien nous cadrer ça, s'il vous plaît, hein, pour voir. Ah, mais il y en a encore dans le dos, hein. Docteur, on va se mettre debout, Il y a même une frappe dans le dos aussi. Voilà, et puis dans le dos, on va voir, dans le dos. Même dans la tenue, c'est la revue des Unes, l'intégration. Bien sûr, nous sommes là pour vous servir sur la terre. Alors, c'est ce qu'on va voir pour cette première partie, Renaud. Bon, donc on va donner le ton. Hein. Voilà, on va décortiquer les journaux aujourd'hui, puisque pour la version intégrale, on le sait, on va en profondeur et on livre l'essentiel, en tout cas. Bon, là, on va au fond des sujets et aujourd'hui, on a 5 sujets qu'on a retenus. On va bien évidemment revenir sur l'affaire de l'échec de Zena Bansé au record Guinness. On va parler également d'un institut de guerre, bon, que les Ivoiriens se rassurent, c'est un institut de guerre économique. Qui a été mis en place, tu es vraiment journaliste. On a eu peur. L'accroche. Non, que les Ivoiriens se rassurent. C'est un institut de guerre économique qui va aider à justement traiter toutes les questions relatives à la guerre.
économique, parce que c'est une guerre qui est d'actualité. Aujourd'hui, toutes les nations du monde se dotent d'instituts de guerre économique. Donc la Côte d'Ivoire s'est mise au diapason des autres nations du monde et puis d'autres sujets encore qu'on va permettre aux téléspectateurs de découvrir tout à l'heure. Bien sûr, pas des sujets qui sont sur les imprimés. Non, pas les sujets, ce ne sont pas ces sujets-là qu'on va traiter. Que nous avons sur les imprimés. Alors docteur, on démarre cette semaine avec vous aussi, l'intégral. On se retrouve avec beaucoup de plaisir. Donc on va essayer de parler de beaucoup de choses. Surtout, il a dit, l'affaire de Zénab, il y a eu tellement de spéculations. On ne sait pas entre le photographe, le cadreur et... Bon, qu'est-ce qui s'est passé bon, Mais je pense que la prochaine fois, on le fera avec beaucoup plus de professionnalisme, c'est tout. Mais je pense que ce n'est pas seulement les techniciens, mais c'est aussi le public. Hein. Il faut savoir raison garder, il faut rester calme, il ne faut pas venir perturber les choses parce que je pense que tout cet engouement aussi a participé à distraire, pourquoi pas les caméramans. Donc, il faut faire attention, c'est un message lancé à tout le monde, hein, à la fois à l'équipe technique, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire qui venait soutenir notre chef, mais il faut y aller doucement. Oui, bien sûr. Moi, je pense que peut-être, c'est mon avis, hein, je me dis, peut-être qu'il ne faut pas qu'on trouve un bouc émissaire, peut-être tout le monde se remet en cause. Justement, et faire en sorte que pour la prochaine, le prochain challenge qu'elle s'est fixé, parce qu'elle a décidé de reprendre le challenge, que les choses soient organisées comme il se doit, pour qu'enfin elle puisse relever ce challenge et être inscrite dans le livre des records Guinness, parce que c'est ça le plus important. Elle a fait tellement d'efforts, il faut que cette efforts soit récompensé. Hein. 5 jours comme ça, ne pas dormir. Et là, elle relance la tentative, je pense qu'il faut l'encourager. Est-ce que moi, je peux animer 3 jours sans dormir? Bon, il faut essayer, il faut t'inscrire. Renaud, il faut inscrire. Non, on va l'inscrire à son insu. Non, c'est pour l'animation. Non. En fait, s'il y a une chose qui peut permettre à un présentateur de faire son travail pendant même 1 an d'affilée, mettez le cachet qu'il faut. Ah non, non, mais on va le faire. On va mobiliser les fonds. On va mobiliser les fonds pour Thierry. S'il y a le cachet. Thierry, on va le faire. Donc, s'il y a le quiche... Je suis la présidente du comité d'organisation. Il n'y a pas de problème. Autoproclamé. Voilà. Oui. On rentre quelque part dans une salle feutrée ici. On dit, cette cérémonie, elle commence à midi aujourd'hui. C'est lancé. Elle finit midi. Non, on est dedans. Oui. S'il y a le cachet qu'il faut. Le cachet sera là. Tous les conducteurs que vous voulez, on fait ça. En anglais, en français, on est dedans. On est dedans. On va mobiliser les fonds pour ça. On va les cas 5 jours, on fait 3 jours. Je pense pas. Il n'y a pas eu ce genre de record Guinness. Non, il n'y a pas eu ce genre. Non, ma connaissance, l'animation. De l'animation, de ce genre de choses. Bon, il faut qu'on cherche pour savoir s'il n'y en a pas déjà eu. J'essaie de chercher, mais je n'ai pas eu de résultats pour le moment. Elles sont des choses vraiment... Mais tout compte fait, tu peux innover, tu peux être le premier. Non, on s'amusait. Ou tu peux dépasser. Non, mais Zénab Dansé a donné le ton. Oui, il faut suivre. Pour elle, la première tentative ne s'est pas bien terminée, mais elle a donné le ton. Mylène Amon a suivi. Je veux dire, il y a tellement de challenges à retirer. Elle a vérifier ses photos en ce moment. Bon, bien sûr. Elle en attend de la confirmation de son record. Non, mais elle a intérêt à le faire. On a été très euphoriques. Mais en fait, je pense qu'on apprend tous avec le cas de Zénab. On apprend tous parce que les Ivoiriens ne connaissaient pas ces différentes échéances. C'est vrai qu'on les voyait. Du record Guinness. À la télé. On ne connaissait pas du tout. Aujourd'hui, là, ça se rapproche de nous, donc on apprend. Voilà. Mais puis on apprend aussi de ses erreurs. Justement, cette erreur-là avec Zénab Dansé et son équipe, justement, ça va servir à tous les autres qui vont vouloir après se lancer dans la conquête d'un quelconque challenge. Bien sûr. Pour le record Guinness. Mais tu sais, Renaud, les plus grandes victoires naissent des plus grands échecs. Ouais, c'est clair. Voilà, bien cela. Ça, c'est une belle assertion, ça. En tout cas, si moi je fais ce record Guinness, Hassan est là pour faire la sécurité, pour que eBay, voilà, tout le monde... Enregistre bien les choses. Ah oui. Docteur Frédéric Abidjo, on va parler de ce sujet très important, le suicide. On a vu des cas chez nous en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on mette cela sur la table de discussion. On a vu, on continue d'en voir et on en verra certainement tant que la vie continue. Le plus important, c'est de ne pas en avoir, de ne pas assister à des cas de suicide. La vie est tellement précieuse. Et les gens, malheureusement, ils arrivent à cette décision-là quand, par exemple, ils ne sont pas accompagnés ou alors ils sont désespérés et tout ça. Alors qu'on n'a aucune raison d'être désespéré, en fait. C'est juste qu'on manque d'informations, on manque de savoir et tout ça. Donc, l'ambition aujourd'hui, c'est juste de permettre au public de pouvoir, si vous voulez, détecter facilement les cas autour de nous. Parce qu'il y a toujours des signes qui nous le montrent. Malheureusement, ça s'est fait à notre insu et on découvre toujours les choses sur le tard. Il ne faut pas.
Donc, c'est important d'en parler. Permettre de savoir et de pouvoir détecter une personne suicidaire. Vous êtes à Matin Bonheur. On a bien démarré cette émission, on espère, avec vous. On espère que vous avez aussi bien démarré votre journée. Moi, j'aimerais saluer toutes les personnes qui sont actuellement dans les embouteillages, hein, parce qu'il est déjà l'heure. Depuis nos amis de Bingerville, depuis 5h30, ça a commencé. Pour le reste, c'est depuis 6h, 7h. En tout cas, arriver tranquillement au travail et ne transpirez pas trop, hein, et puis ne soyez pas trop fatigué le matin. Hein. Allez, on marque une petite pause et on aura l'intégrale avec Renaud, le docteur Topé. J'ai failli dire docteur Frédéric Topé, mais bon, docteur Topé. Et juste après, on pourra décortiquer ce sujet qui nous parlera aujourd'hui de suicide dans cette émission. À tout de suite. Fréquence de ton Mon École, saison 6. La caravane de l'excellence scolaire arrive dans ton établissement. Venez découvrir des élèves brillants et résilients. Des modèles au parcours exceptionnel et inspirant. Fréquence de Don Mon École au lycée moderne d'Issia. Enregistrement le mercredi 26 février à partir de 10h. Présentation Yann Baou. Réalisation Franck Bleu. Fréquence de Don Mon École à la rencontre des cadres de demain. Yawane qui peut faire ça. Qui peut me péler, Yawane qui peut faire ça. Qui peut me péler. N'écoute personne, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, n'écoute personne. La bénédiction là, quand elle va venir, eux ils seront là, dans le coin étonné. Hello, hello, c'est la chante Colombe Merveille. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 15h à Awané avec... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. À 8 mois de la présidentielle d'octobre 2025, la révision de la liste électorale fait débat. Pourquoi le sujet anime-t-il le monde politique? Élément de réponse dans votre émission Le Débat Politique, avec le représentant de la Commission électorale indépendante, CEI, du RHDP, du PDCI-RDA et du PPACI, autour du thème présidentielle 2025, pourquoi la révision de la liste électorale divise? C'est ce mardi 25 février à 20h50 sur RTI 1. Présentation Hamza Diaby. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes avec Dr Topé. Bonjour, docteur. Bonjour, Renaud. Très heureux de vous retrouver. Également, c'est partagé. Après 2 semaines. Après 2 semaines. Allez, avec vous aujourd'hui, on va traiter 5 sujets. On l'a dit en entrée. On démarre avec la nouvelle ordonnance qui a été adoptée en 2024, ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024, qui régit l'organisation des organisations de la société civile. Et cette ordonnance fait grincer des dents, docteur. Exactement, cette ordonnance fait grincer des dents, mais Renaud, il fallait s'y attendre, hein, parce que pour le législateur et pour le gouvernement, il s'agit d'assainir la vie des associations civiles. Parce qu'il y a beaucoup qui font beaucoup de bêtises, hein. Excusez-moi pour le terme, c'est fort, mais c'est ce qu'il faut utiliser, parce qu'il y a beaucoup qui font beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de dérapages, hein, au niveau des associations, il y a beaucoup qui sont fictifs, il y a beaucoup de personnes qui ont leurs entreprises, mais au lieu de créer des entreprises, des sociétés réellement pour payer les impôts, non, ils créent des associations pour ne pas payer les impôts. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de dérives dans le secteur des associations civiles. Donc, c'est naturellement que le gouvernement essaie d'assainir le milieu. Mais il faut s'attendre naturellement à des grincements de dents. C'est ce qui est en cours actuellement, notamment avec la conférence de presse des guides religieux. Oui, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. Exactement. Des guides religieux co-animés par, je pense, le pasteur Mohamed Sanogo et Marc-Antoine Zando. L'apôtre Marc-Antoine Zando. Exactement. Oui, qui est le président de cette organisation. Exactement, qui ont animé une conférence de presse pour marquer leur opposition
et des propositions justement pour amender cette ordonnance. Parce que pour eux, l'ordonnance ne prend pas en compte les spécificités des associations religieuses, notamment des églises ou des mosquées, hein, qui, eux, selon eux, ne fonctionnent pas comme des associations civiles. Donc pour eux, il faut faire la part des choses, il faut séparer hein, associations civiles et associations ou églises ou mosquées. Pour eux, il faut prendre en compte la spécificité de l'activité religieuse en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence de presse qu'ils ont animée le 18 février 2025, hein, ils ont dénoncé le fait que cette ordonnance a été adoptée sans consultation préalable avec les églises notamment. Exactement, parce que pour eux, je viens de le dire, hein, Renaud, l'ordonnance ne prend pas en compte les spécificités de la fonction religieuse en Côte d'Ivoire. Parce que pour une église, on leur demande de faire des bilans annuels, par exemple. On leur demande de faire la promotion du genre, vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup de points hein, de discordance avec les guides religieux. Donc, ils l'ont exprimé. Et je pense qu'il faut revenir sur la table. Hein. Il faut s'écouter exactement pour que l'ordonnance soit effectivement mise en application. Parce que s'ils ne sont pas écoutés, l'application sera difficile. Il y a tellement d'églises, Renaud. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Donc, naturellement, il faut assainir. Parce que, hein, Renaud, je ne te fais pas dire, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'abus dans beaucoup d'associations religieuses. Donc, c'est naturellement qu'il faut assainir le milieu. Mais il faut tenir compte de la spécificité qu'est la fonction religieuse en Côte d'Ivoire. Et justement, pour parler des points, des points d'achoppement hein, au niveau de cette ordonnance, il y a notamment l'article 30 de cette ordonnance qui exige d'assurer dans la mesure du possible, vous l'avez dit, la promotion du genre dans la composition des organes de l'Église. Il y a un autre point qui dit que l'Église peut recevoir des dons et des legs, mais dans des conditions déterminées par décret en Conseil des ministres. Voilà, Renaud, je le dis terre à terre. Hein. Je pense que le gouvernement veut voir clair dans les caisses, dans les offrandes, hein, des différentes associations religieuses. Et donc, naturellement que les guides religieux vont s'opposer à cela. Mais et puis, quand l'ordonnance parle de promotion du genre, selon les guides religieux, ça ne va pas ensemble. Il n'y a pas mariage entre promotion du genre, parce que quand on parle de genre, c'est quoi? C'est pas seulement la promotion de la femme. Il y a la femme, il y a toute cette communauté LGBTQ qu'il faut prendre en compte quand on parle de genre, promotion du genre. Mais selon l'Église, ça ne marche pas, il n'y a pas de mariage entre les deux. Et donc, naturellement, pour eux, l'application de l'ordonnance sera difficultueuse. Ben justement, autre point encore d'achoppement, hein, l'obligation pour l'Église de présenter à l'État chaque année, vous l'avez dit tantôt, un rapport général des activités de l'année écoulée, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, pour revenir à ce que vous aviez dit, que l'État voulait voir clair. Bon, entendez par là, l'État veut un rapport précis et clair des activités des églises et surtout de leurs revenus. Au fait, c'est quand même une volonté de l'État d'orienter, de guider, d'avoir une mainmise hein, quand même sur le contenu de tout ce qui est dit dans nos différents édifices religieux, hein, Renaud. Et je pense que on le voit déjà dans d'autres pays comme la Russie, comme dans bien d'autres pays où l'État a un regard sur ce qui se passe dans les associations religieuses et civiles. Mais bon, je pense que la réalité de la Côte d'Ivoire est différente. Donc, il faut tenir compte de notre spécificité pour peut-être amender certains textes. Hein. Je pense qu'il y va de l'application même de cette ordonnance. Et c'est justement tout ce que les guides religieux demandent. Et dernier point, toute nouvelle construction d'église doit être espacée au moins d'1 kilomètre d'un lieu de culte, parce que les églises aussi, il y en a qui sont souvent concentrées dans une même zone, dans un rayon d'1 kilomètre, pour avoir une dizaine d'églises. D'églises, exactement. Aujourd'hui, on demande aux différents guides et associations religieuses d'essayer de respecter hein, cette distance-là d'1 kilomètre. Bon, on attend de voir. Bon, en tout cas, le CACI a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'asseoir à la table de négociation pour pouvoir trouver parce que sinon, l'applicabilité va faire beaucoup de difficultés. Donc, il faut écouter
et puis pour que l'ordonnance même soit durable. C'est une proposition des guides, je pense qu'il faut tenir compte de certaines spécificités et puis ensemble, je pense qu'on finit toujours par s'entendre par la négociation. Et en ces mesures qui finiront, l'État de Côte d'Ivoire et les organisations de la société civile s'entendront. Allez, on passe à un autre sujet, celui relatif à l'intelligence économique et la Côte d'Ivoire qui se dote d'un institut de guerre économique. Oui, Renaud, un institut de guerre économique comme dans les grands États. On le voit aujourd'hui avec les États-Unis. Hein. Vous voyez là, les nouvelles dispositions que prend le nouveau président américain. Mais justement, c'est dans cette stratégie-là de guerre économique de son pays. Et donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un institut pareil. Donc, il est question de faire de la veille économique, Renaud. Et donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire la promotion et protéger nos forces économiques internes et ensuite faire la promotion à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est vrai que c'est une première, mais il y a déjà le CIRES qui déjà faisait des études. Le CIRES, c'est le centre de recherche en économie et en société ici. Le centre est situé ici à Abidjan, à Cocody. Je pense que ces chercheurs-là en économie et en droit font déjà un peu de stratégie. Mais là c'est anglais guerre économique. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être surpris de voir qu'il y aura des nouvelles dispositions. Parce que quand on fait une guerre économique, ça dit qu'on fait de la réflexion, on fait de la recherche et on propose des sillons pour protéger l'économie de la Côte d'Ivoire, aussi bien en interne, c'est-à-dire protéger les investisseurs en interne, les nationaux en interne, et aussi faciliter en externe l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de dispositions. Et il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je pense que c'est à ce niveau-là, à ces piliers-là qu'il faut intensifier aussi les négociations pour pouvoir défendre les intérêts de nos entrepreneurs ivoiriens. Et particulièrement de ceux de la Côte d'Ivoire. Et comme le dit M. Abou Bamba, qui est le président du conseil d'administration de ce think tank, eh bien, cet institut vient pour combler un vide dans un contexte international qui est marqué par le terrorisme, le blanchiment d'argent et la criminalité transfrontalière. Vous l'avez évoqué dans vos propos. Exactement, parce que Renaud, aujourd'hui, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre de l'information, c'est la guerre économique. Et il y a aussi, comme vous venez de le signifier, nous avons aujourd'hui la question du terrorisme qu'il ne faut pas occulter dans les échanges entre les différents États. Nous avons vu aujourd'hui tous nos pays, tous les pays voisins, frontaliers, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui connaissent ces menaces terroristes, également la Côte d'Ivoire. Donc, dans cette guerre stratégique-là, je pense qu'on va tenir compte de cela. Comment faire pour promouvoir les nationaux, les forces économiques nationales et locales à l'extérieur? Donc, naturellement, ça prend en compte le volet terrorisme et le volet blanchiment d'argent, parce qu'il y a beaucoup de les paradis fiscaux. Il y a des États faibles comme la Côte d'Ivoire qui peuvent être utilisés justement pour cela. Mais aujourd'hui, il est question d'assainir l'image de la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Et surtout, l'Institut de guerre va venir combler ce vide-là, comme l'a dit son président du conseil d'administration, M. Abou Bamba, qui a dit qu'ils seront une force de proposition et une force d'action. Et voilà, l'Institut de guerre va se positionner comme un partenaire stratégique du gouvernement, des organisations internationales et du secteur privé aussi, en apportant une expertise pointue et indépendante sur les nouvelles formes de confrontation économique. Exactement. Et ça tombe bien. Actuellement, il y a le SIA, le Salon international de l'agriculture qui se tient avec le cacao ivoirien. Je pense qu'ils ont déjà des ressources pour faire des propositions. Et c'est un comité de veille. C'est un comité de veille qui va anticiper les crises et qui va faire des propositions pour protéger l'économie ivoirienne, notamment les leaders économiques, les entrepreneurs forts locaux. Et surtout l'État de Côte d'Ivoire aussi. Exactement. Allez, on passe à un autre sujet, celui des politiques. On a tous entendu parler la semaine dernière de la plainte en destitution contre le président du PDC-RDA et les 4 plaignants. Mais ils se sont rétractés, ils ont retiré leur plainte. Oui, ils se sont rétractés, ils ont retiré leur plainte, vous venez de le dire, Renaud. Mais écoutez, Renaud, c'est chaud actuellement, dans toutes les chapelles politiques, c'est chaud. Et c'est très chaud dans la Maison Verte, au PDCI-RDA. On sait que son président actuel, le président du parti, Tidjane Thiam, actuellement, il a beaucoup d'opposants en interne. Il a beaucoup d'opposants en interne, on pense à son grand rival, on pense à Jean Le Bion,
opposition. On pense à beaucoup d'autres anciens qui voulaient cette place-là, beaucoup d'anciens, de militants de première heure, comme on le dit, qui voulaient cette place-là, mais qui ne l'ont pas eu. La place est revenue à Tidiane Thiam, donc naturellement qu'il y a des oppositions en interne. Mais bien, Renaud, il faut savoir que nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle et donc beaucoup de personnes veulent aller candidater au nom du PDCI-RDA pour se donner beaucoup de chance. Hein. Mais donc c'est normal. Je pense que ces différentes plaintes dénotent de ce que ça ne va pas dans la Maison Verte. Mais donc on attend de voir comment est-ce que le Bureau national va faire du PDCI-RDA pour pouvoir faire table rase, pour pouvoir apaiser le cœur. On attend. Il y a bientôt la convention qui va se tenir. Je pense que le président actuel, Thiam, essaie de multiplier des tentatives pour essayer de mettre tout le monde de son côté. On attend de voir s'il va réussir. Bon, en tout cas, les 4 plaignants qui avaient initié la plainte, ils l'ont retiré et ils se sont excusés. Ils ont présenté des excuses officielles au président du parti. Et puis, bon, je dis, vous l'avez dit, hein, cette volte-face, elle intervient dans un contexte particulier. Ah oui. Hein, voilà, de tension au sein du PDCI-RDA. Bon, le président de ce parti a effectivement déposé l'acte comment dire, renonciation à sa nationalité, parce que la binationalité ne marche pas avec la fonction présidentielle en Côte d'Ivoire, Renaud. Oui. Tu ne peux pas être ivoirien et occuper ou avoir une nationalité et puis venir briguer le poste présidentiel, ça ne marche pas ici, la binationalité. Donc il en est conscient, donc il a des problèmes personnels. Il doit régler ses problèmes de nationalité. Comme il le dit, je le cite, se libérer de sa nationalité, c'est un problème personnel. Oui. Et ensuite, des problèmes internes au parti. Et donc, c'est chaud actuellement dans la Maison Verte. Mais je pense qu'on attend de voir comment ils vont manipuler les différents leviers qu'ils ont pour pouvoir arriver aux élections. Bon, en tout cas, eux, ils le disent, il n'y a rien qui se passe au PDCI-RDA. Tout est tout sous contrôle. Bien. Tout est sous contrôle. Et je veux dire, on va s'en tenir à ce que les responsables du PDCI disent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plainte a été retirée. Les quatre plaignants ont présenté leurs excuses. On en parlait, hein, docteur, en début. La chef Zénab Bansé, malheureusement, ne verra pas son record Guinness validé en raison d'une défaillance au niveau de l'équipe qui devait saisir les images de l'activité. Renaud, quelle déception, oui. Quelle déception, quelle déception. On y avait cru. On avait déjà commencé à faire la fête, à vibrer toute la Côte d'Ivoire avec le premier magistrat hein, à la tête, le président pas de PPACI, mais le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est vrai que le président du PPACI était, le président du PDCI était... Oui. Et il y a beaucoup de membres du gouvernement qui y étaient. Mais je pense que le président Alassane Ouattara, dans son discours, a félicité Zénab Bansé. Oui. C'est d'abord une grande victoire de voir que le président de la République te félicite dans un discours officiel le 31 décembre. Je pense que c'est une première victoire. Mais malheureusement, que de déception. Il faut corriger. Il faut corriger. Et je pense que ce n'est pas seulement à l'équipe technique hein, qu'il faut parler. Aujourd'hui, on parle à toute la Côte d'Ivoire. Quand elle va remettre le couvert, là, je pense que c'est le 27 mars, Renaud, oui. Quand elle va remettre le couvert, quand on va aller la soutenir, il faut rester un peu, hein, faut prendre un peu de distance, il ne faut pas être trop euphorique. On a vu que ça peut faire mal, donc il ne faut pas être trop euphorique, il faut rester calme, et puis il faut la laisser travailler, et puis... Après, quand on va valider le record, on va faire la fête. C'est bien cela. Et sans entrer dans une quelconque polémique, pour aller dans votre sens, hein, il faudra désormais, j'imagine que c'est ça qui doit être de mise aujourd'hui, prendre toutes les dispositions et s'entourer de toutes les garanties et sécurités pour que cette fois, hein, ça se passe dans les meilleures conditions. Exactement. Et que ce soit validé. Oui, mais je pense qu'elle a appris, elle a dit, elle a appris. Elle a appris de cet échec-là. Et nous avons tous appris de cet échec-là. On a vu qu'on peut faire un marathon comme ça et le voir invalidé après autant de sacrifices, après autant de jours de cuisine sans dormir. Renaud, je pense qu'elle est courageuse. Hein. Comme elle a dit elle-même, découragement n'est pas ivoirien. Elle est courageuse. Donc, essayons d'être aussi courageux. Ça fait mal, mais je pense qu'elle va y arriver. Et donc, c'est un message de découragement à bannir hein, à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui essaient des activités que ça ne marche pas.
il ne faut pas abandonner. Il faut essayer à nouveau. Il faut essayer jusqu'à ce que ça passe. C'est un message qu'elle nous lance. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas aller au suicide. Il ne faut pas aller au découragement. Mais il faut revenir, il faut refaire, il faut recommencer jusqu'à ce que ça passe. Et justement, à Matin Bonheur, ça passe hein, dans l'intégrale aussi. Hein, et donc là, on va terminer avec... Mais justement, cet exploit, si je peux l'appeler ainsi, la Côte d'Ivoire qui est honorée à l'édition 2025 du FESPACO par l'un de ses fils qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais dont l'œuvre continue à faire parler. Il s'agit de Roger Nguyen-Mbala, qui a désormais une statue dans la rue des cinéastes à Ouagadougou. Oui, l'Ivoirien Roger Nguyen-Mbala, pardon, effectivement, si on vient d'être honoré. Franchement, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Il vient d'être honoré, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Oui. On attendait cette statue-là parce qu'il a déjà remporté l'étalon d'or du Yénéga. Oui, c'était en 1993 avec son film Au nom du Christ. Au nom du Christ, il a fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est aujourd'hui vraiment à juste titre qu'il est honoré. Oui. Et je pense que c'est une image, un clin d'œil pour l'Ivoirien, pour le cinéma ivoirien, qui se porte de mieux en mieux. Le cinéma ivoirien qui est en pleine progression, il faut le dire, avec beaucoup de festivals. Hein. On a quand même aussi le Clap Ivoire. Oui. On a aussi avec le Massa. Hein, on a fait un clin d'œil au cinéma et d'autres activités encore qui célèbrent beaucoup de longs métrages, de courts métrages. Et puis, il faut le dire, l'Ivoirien a un cinéma qui est spécifique à lui, avec beaucoup d'humour. Hein, ça se vend bien à l'extérieur et ça se suit bien aussi en interne. Donc, je pense que c'est un clin d'œil pour le cinéma ivoirien. Félicitations, bravo à vous. Hein, qui travaillent dans le domaine du cinéma en Côte d'Ivoire. Il faut continuer comme ça. Et justement, les traces de l'aîné. Oui, tous ces anciens-là qui ont tracé les sillons dans lesquels les jeunes qui ont repris le flambeau marchent aujourd'hui. Et donc, il était important d'honorer ces anciens-là. Et parmi eux, l'un des plus illustres, donc Roger Nguyen-Mbala, qui aujourd'hui à sa statue qui trône sur la rue des cinéastes à Ouagadougou. Il faut le rappeler, le FESPACO qui a ouvert ses portes le samedi dernier. Oui, exactement. Et donc, c'était à la deuxième journée de ce FESPACO-là que l'hommage a été rendu à tous ces cinéastes. Là, vous le voyez, hein, il y a plusieurs statues derrière celle de Roger Nguyen-Mbala. Mais celle que nous, on retient, bon, parce qu'on est souverain. C'est celle de l'Ivoirien Nguyen-Mbala. Roger Nguyen-Mbala. Oui, là, il représente fièrement le cinéma ivoirien. C'est bien. Et talon d'or du Yénéga, c'était en 1993, on le rappelle, avec son film plutôt. Au nom du Christ. Au nom du Christ, hein, qui a permis de révéler de grands noms du cinéma ivoirien. Film qui a marqué toute une génération avec Akissi Delta, avec de grands noms comme Nakissi Savané, et d'autres grands noms encore du cinéma ivoirien. Oui. C'était un grand film qui a fait le tour des cinémas. Donc, il faut qu'on revienne rouvrir de nouvelles salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Bon, c'est le cas de le dire aujourd'hui. On a quelques salles, le cinéma ivoirien. En tout cas, les salles de diffusion, je pense qui ne sont plus très nombreuses. 3 ou 4. 3 ou 4. Ivoire, Sokosé et d'autres salles encore. 4 à Abidjan, je pense. Abidjan, oui. Donc, on doit revenir à cette ancienne politique-là. Il faut éclater. Il y a des salles de cinéma partout. Il faut vulgariser, à Djamé, à Yopougon, dans plein d'endroits, plein de grands carrefours. Il faut revenir à cette politique-là. Bon, je pense que le ministère de la Culture... Pour faire la promotion du cinéma ivoirien. Bon, le ministère de la Culture qui fait déjà beaucoup pour la promotion du cinéma ivoirien. Je suis sûr que dans la politique de déploiement... On leur suggère l'idée. Il faut remettre le dossier sur la table. En tout cas, coucou à Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture, qui se bat pour le cinéma ivoirien, qui a fait partie d'une délégation justement au FESPACO pour pouvoir être témoin de cette... Oui, elle est de tous les grands événements, cette ministre. Elle est de tous les grands événements, hein. On le reconnaît, on l'avoue, et on le voit dans les médias, on le voit dans la vie des artistes. Elle est de tous les grands événements. Donc c'est naturellement qu'elle envoie une équipe, une forte délégation à FESPACO. Donc je pense que c'est bien de le signaler. Et c'est sur cette note culturelle qu'on va refermer, Docteur Topé, ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Merci, très heureux. Hein? C'est partagé. Et puis, on va attendre encore 2 semaines pour vous retrouver avec impatience. Je serai avec Docteur Touré le mardi prochain. Le mardi prochain, Docteur Touré, à qui on fait un coucou. Et puis, bon, belle robe avec les notes. Merci. Bon, j'espère qu'on va avoir ça dans une autre couleur dans 2 semaines. Allez, nous, on a été très heureux d'être avec vous pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous, docteur. Je vous en prie. Merci d'avoir évoqué ce film magnifique de Nguyen-Mbala, sorti en 1993. Exactement. C'est une comédie. Au nom du Christ. Comment? Au nom du Christ. Au nom du Christ, oui. Avec Pierre Gondo et puis... Exactement. Akissi Savané. En tout cas, c'était 85 minutes de bonheur. Oui, bien sûr. Oui.
avec ce gars qui croyait qu'il était devenu invincible parce qu'il était investi d'une mission divine et qui malheureusement est tombé sous les coups de fusil des deux autres. Oui, oui. Karim, je ne veux pas dire ça. Hein? Je ne veux pas dire ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. C'était l'intégrale et vous le savez, avec l'intégrale, on vous donne l'intégrale de l'actualité. On essaie de décortiquer un peu. On a parlé de Zena Bansé, on a évoqué d'autres sujets. On a terminé avec le FESPACO. Et on fait un petit coucou à Axel Trésor qui a reçu un prix. Eva Gueye aussi, qui faisait partie du jury pour cette année. La Côte d'Ivoire a été dignement représentée à cette belle édition de ce FESPACO. Et c'est... Tout bénéf pour notre pays. Oui, c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire avec en complément et en supplément la statue du grand Roger Nguyen-Bala dans la rue des cinéastes à Ouagadougou. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, félicitations à nos acteurs. Eva Gueye qui était sublime dans sa robe et tout. Axel Trésor, Bill Ellis, magnifique. En tout cas, merci beaucoup de faire honneur au pays. Merci à vous. Hein? De faire aussi honneur au pays. Hein? Hein? On attend le prochain record de Thierry. Bon, vous avez entendu, hein? Hassan, on va animer pendant 3 jours non-stop. On ne s'arrête pas. Hein? Donc, il faut mobiliser les troupes. En tout cas, merci beaucoup à vous. Excellente journée. Allez, on va marquer juste une petite pause dans Matin Bonheur. On espère que vous passez un excellent moment. Nous sommes ensemble depuis 7h00 sur la chaîne qui rassemble. Allez, dans quelques instants, on va évoquer un sujet très important. On va parler de suicide. Petite pause, à tout de suite. Du 24 au 28 février 2025, l'UFR Sciences médicales d'Abidjan de l'Université Félix Houphouët-Boigny et le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, organisent dans le cadre de la semaine des thèses des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein et d'autres pathologies chroniques. Enseignants-chercheurs, personnel technique et administratif, population d'Abidjan, vous êtes tous invités. Ceci est un message du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les samedis de Naomi, l'effet week-end commence ici. Que vous soyez amateur de culture, passionné de sport ou en quête de rire, chaque épisode de votre nouvelle émission Les Samedis de Naomi est une aventure interactive. Tellement ils avaient faim, ils ont attiré 4800 poissons 200. Il a diminué, Avec toute la famille, rejoignez-nous tous les samedis à 7h30 sur RTI 1 pour faire le plein de bonne humeur. Joie de vivre, bonne humeur assurée, n'est-ce pas les gars? Restez connectés, l'effet week-end commence ici avec les Samedis de Naomi. Le village est dirigé par un chef, aidé par une notabilité. Le choix des chefs se fait par génération et par classe d'âge. Une génération comporte 4 classes. Nyando, Dougbo, Tchagba et Blessoui. Et vous entendez les Guéou, les Dogba, les Agban, les Asoukourou. Grande effervescence à Aboboté. Quand rites et traditions accompagnent un événement exceptionnel, c'est dans Au cœur de notre patrimoine, ce mardi 25 février à 22h20, rediffusion samedi 1er mars à 6h sur RTI 1. Eh bien, depuis le début de cette émission, je vous ai dit qu'on va évoquer un sujet très important. On en a vu des cas chez nous en Côte d'Ivoire. Eh bien, aujourd'hui, comment détecter une personne suicidaire? Question. Et maintenant, réponse avec le docteur Frédéric Zabidjo. Rebonjour. Oh, bonjour à vous. Allez. Merci, ça va, tout va bien. On peut commencer? Tranquille. 3, 2, 1, go, c'est parti. Alors, comment détecter une personne suicidaire? Mais d'abord, comment considérer le suicide? Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on va commencer par définir le mot. Oui. Voilà, le suicide, c'est, si vous voulez, c'est l'acte délibéré de se donner la mort. Oui. Maintenant, les raisons peuvent être multiples. Hein. Les facteurs qui peuvent causer ces choix-là, ces choix qui sont douloureux, peuvent se recruter autant au niveau de la société qu'au niveau de l'individu.
Donc, la situation de la personne dans ces différents environnements, professionnels, familial, émotionnels et tout ça, ça peut le conduire à opérer le choix du suicide. C'est vrai que ce n'est pas courant, mais ça existe. Et de plus en plus, on assiste à des cas de suicide, notamment dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On a vu des personnes qui sautent par-dessus le pont de... Oui. C'était le pont de Gaulle. De Gaulle, oui. Et récemment, il y a eu encore une tentative de suicide. Et les gens, bon, il y a cette tendance-là aussi à exhiber, si vous voulez, le choix personnel qu'on opère de se donner la mort, de le porter à la place publique pour que tout le monde en soit témoin, en fait. Créant ainsi des conditions de stress et d'anxiété chez les autres aussi, qui sont téléspectateurs ou spectateurs. Aujourd'hui, on va certes parler de ça, mais on va essayer d'aller step by step, étape par étape. On va essayer de décortiquer chaque environnement, parce qu'il faudrait quand même considérer cela. Alors, pour détecter une personne suicidaire, on va commencer d'abord par l'environnement familial, par exemple. En parlant de l'environnement familial, il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs dans l'environnement familial qui peuvent conduire quelqu'un au suicide. Par exemple, des blessures émotionnelles comme le rejet, comme les humiliations, tout ça, qui sont opérées au quotidien dans notre vie. Ça peut être dans notre vie d'adolescent, dans notre vie d'enfant, de jeune, de marié, de professionnel, dans nos différentes vies. Et on peut assister à des blessures émotionnelles, telles que je les ai citées, blessures émotionnelles comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Quand on assiste à ce genre de blessures-là, qu'on n'a pas forcément, si vous voulez, tous les outils pour pouvoir y faire face correctement, ça peut nous conduire à prendre le raccourci de se donner la mort. Donc déjà, en famille, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans le vouloir et sans le rechercher forcément qui peuvent conduire quelqu'un à opérer ce choix-là. Voilà. Donc quand quelqu'un se sent humilié, la personne s'est dit, bon, ben, il n'y a aucune raison que je continue de vivre parce que je ne peux pas supporter le regard des autres. Et donc ce regard des autres-là qui est accusateur, qui est condamnateur, et tout ça, je ne peux pas le supporter. La personne pense qu'elle n'a pas les ressources, en fait, pour faire face à ce genre de situation. Ça peut être un abandon. Bon, mon père m'a abandonné à la naissance ou alors au cours de notre vie et tout ça. Désormais, je n'ai plus de recours. Il n'y a plus personne qui peut m'aider, par exemple, à pouvoir m'épanouir, à pouvoir évoluer de mes propres ailes et tout ça. Quand je regarde ça, que je vois moi-même tout en noir, en me disant qu'il n'y a vraiment plus de solution et tout, je peux prendre le raccourci du suicide. Quand, par exemple, je suis victime d'injustice, je me dis, mais attends, c'est pas normal. Et si c'est comme ça, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que telle chose que je mérite, je ne l'ai pas, alors que telle personne qui ne mérite pas cette chose-là, là. Et je ne vois pas mon potentiel qui peut me permettre d'acquérir ce que je convoite, en fait. Et je peux opérer le choix du raccourci. Donc, il y a autant d'événements dans la famille qui peuvent vous conduire très très facilement au suicide. Oui. Alors dans ces événements, j'ai envie d'ajouter un fait qui est très banal, hein, mais qui fatigue, je vais dire comme ça, l'esprit des jeunes quand on est tout petit ou on est ado et tout. Généralement, dans nos familles, on aime banaliser certains faits. Oui. Lorsque ça se passe, on dit ça c'est chez les Blancs, ça ne faut pas me fatiguer. On a des manières de parler, on a des manières de se comporter. Mais pourtant, l'enfant ressent peut-être quelque chose, à un mal-être quelque part. Oui. Ça aussi, c'est peut-être une cause. Oui. Est-ce que ça peut conduire jusqu'au suicide? Absolument, absolument. La banalisation de la souffrance psychologique des gens, ça peut conduire facilement au suicide. On a le sentiment de ne pas être compris, d'être totalement incompris, d'évoluer dans un monde qui n'est pas le nôtre et tout. Et ça crée si vous voulez, des psychopathologies qui peuvent conduire justement quelqu'un à opérer le choix du suicide. Parce que la tendance naturelle qui semble être naturelle dans nos pays ici, c'est que la prise en charge psychologique, je ne sais pas, on la considère comme un luxe réservé à une élite particulière. Oui. Alors que c'est un cheminement qui a toujours existé, même en Afrique. Seulement que ça n'a jamais peut-être porté la casquette de psychologie. Mais cette psychologie-là, elle a toujours existé dans notre milieu culturel, dans notre environnement. Les psychothérapies, on les connaît, on les a toujours. Donc, on est aujourd'hui dans une société qui est hybride, une société qui n'a plus d'emprise sur son passé, qui n'a aucune visibilité également sur son avenir, qui a adopté une culture qui n'est pas sienne et une culture qui est vidée de son essence. Okay. Ça fait que on n'a pas le contenu, en fait. Et nous sommes des gens qui évoluons, si vous voulez, sans des véritables
outils de résilience. Ça nous manque. Et comme ça nous manque, on a tendance à nous projeter sur les autres, à croire que, bon, mais quand quelqu'un parle d'une souffrance qui ne nous paraît pas une souffrance, bon, mais la personne raconte des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas normales. Ça, c'est la tendance. Donc, il y a la tendance à la banalisation tous azimuts de la souffrance d'autrui. Okay. Quand, par exemple, quelqu'un fait un drame du fait que, par exemple, il est victime d'une séparation sentimentale, quand il en parle aux gens, on dit « Mais attends, mais tu en fais un plat pour une femme qui est partie de ta vie, pour un homme qui est parti de ta vie. Un de perdu, une de perdu, 1000 de retrouvés. » Ça, c'est ce qu'on dit. Alors que la personne, on ne connaît pas son potentiel, on ne connaît pas ses souffrances, on ne connaît pas son vécu et son ressenti quotidien par rapport à certains événements. Donc, on banalise tout simplement. Et quand c'est comme ça, la personne, elle se dit « Mais non, mais ça ne vaut plus la peine. » Puisque, bon... Quand je parle, personne ne m'écoute, personne ne prend soin de ce que je dis. Bon, je pense que c'est Dieu seul qui peut résoudre mon problème. Oui. Alors que Dieu, il est censé être tout. Il est censé être dans un univers qu'aucun de nous ne maîtrise. Donc, on va le rejoindre. Et le rejoindre par quoi? Par la mort. Donc, ça fait qu'on va très, très facilement à ce genre de choses. Oui. On manque d'appui. Appui de résistance et de résilience. À vous entendre, on a le sentiment que... la cause, ce qui est plus criard, c'est surtout la banalisation de ce que nous pouvons ressentir. Il n'y a pas que ça. Okay. C'est vrai, il y a la banalisation. Ça, si vous voulez, c'est ce qui vient à la fin du chemin. Ça, c'est ce qui vient à la fin du chemin. Mais il y a déjà les crises internes que l'individu peut vivre à travers beaucoup de pathologies, de psychopathologies, comme par exemple, si vous voulez, l'anxiété, la dépression, les angoisses et tout ça, le stress et tout. Et ça, c'est des problèmes qu'on vit dans nos différents univers. Et ça crée des troubles qu'on ne voit pas ou qu'on banalise. Et donc, comme on ne voit pas et on banalise, on ne prend pas en charge. Je prends le cas du stress qui sévit autant dans la famille qu'au travail. Le stress qui peut être défini, par exemple, comme, si vous voulez, ces décalages-là entre les moyens dont on dispose pour résoudre un problème et les résultats qui sont escomptés, qui sont attendus de nous. Oui. Quand on voit qu'on me demande quelque chose dans un délai et puis je n'ai pas les moyens de faire cette chose-là dans ces délais-là, ou alors je pourrais ne pas avoir les moyens de le faire, je suis inquiet. Je développe une certaine inquiétude qui fait que je commence à sécréter des hormones qui viennent mettre à mal ma santé physique. Et on a beaucoup de souffrances comme ça qui se répercutent sur le plan somatique. On voit que j'ai mal à la tête, j'ai des crises et tout, je suis étouffé. On va à l'hôpital, c'est ce qui est une bonne chose. On fait les examens, les bilans sont négatifs. On met ça sur le compte de la sorcellerie. Ou peut-être on se dit, oh mon cher, j'ai un petit palu qui me fatigue. Un petit palu qui me fatigue, ça va passer. Alors qu'on est en train de vivre une situation sérieuse qui peut nous conduire à des extrémités qu'on pourrait ne pas maîtriser. Bien sûr. Donc, par exemple, le stress qui est vraiment pour une femme qui est à la maison, qui doit s'occuper de la cuisine de ses enfants, de son mari, d'elle-même, de toute la maisonnée, alors que la même personne-là, elle doit aller au travail et être performante au travail, elle va dans divers environnements dans lesquels elle doit être performante. C'est également le cas de l'homme qui peut être aussi assailli de plusieurs tâches comme ça à faire dans le même temps. Donc, on vit dans des situations de stress permanent et qui peuvent facilement créer de l'anxiété. L'anxiété, si vous voulez, qui est une sorte qui est une peur, mais l'objet de l'anxiété, l'objet de cette peur-là n'est pas matériel en fait. Okay. Et puis, c'est une projection vers l'avenir sur des situations qui peuvent ne jamais arriver. Par exemple, je prends un véhicule et puis je me dis, bon, mais là où je vais partir, je peux faire un accident. Mais rien ne dit que je vais faire l'accident. Mais c'est comme ça que je pense. Donc, quand je commence à penser de cette façon-là, il y a des risques que mon organisme réagisse en fonction. Parce que mon cerveau, il a été créé pour me protéger. Donc, toutes les situations dans lesquelles je rentre, mon cerveau, a priori, il voit ces situations-là en noir. Il les dépeint déjà comme des situations susceptibles de créer, par exemple, un danger. Et ces dangers-là, il peut être réel ou il peut être virtuel, ou il peut être totalement imaginaire. Et quand il est là, ça produit des effets. Vous voyez, par exemple, vous prenez le cas d'une voiture qui a un système de sécurité. Oui. On va mettre, par exemple, une alarme sur la voiture pour dire que, bon, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui s'approche de la voiture, que l'alarme se déclenche. Okay. Donc, quand il y a un danger, l'alarme va se déclencher. Mais il peut arriver qu'il n'y ait pas de danger. Il peut arriver qu'il y ait un simple coup de vent qui puisse déclencher l'alarme. C'est la même chose au niveau du cerveau.
Le cerveau a été conçu pour nous sécuriser, pour nous protéger. Et donc, quand il y a des choses qui nous paraissent comme des dangers, ou alors qui sont des dangers réels, l'organisme va réagir. Okay. Et dans le cas de l'anxiété, c'est pas que le danger il est réel, le danger n'est pas réel. On imagine que notre corps, notre organisme entier pourrait être mis à mal par un accident, par quelque chose et tout, on imagine. Ok. Alors, c'est vrai qu'on s'est un peu attardé sur ces pathologies-là hein, que nous pouvons ressentir nous-mêmes. Et on constate aisément que c'est pas pareil hein, aussi, que ce soit dans la famille et aussi au travail. On peut avoir l'anxiété, le stress et toutes ces différentes pathologies. Alors, mais pour la personne qui est en face, comment est-ce qu'elle peut détecter une personne suicidaire? Là, on en vient maintenant à la question fondamentale de nos échanges. Premièrement, il y a un mal-être profond que la personne vit. Okay. Ça veut dire que déjà, il faut qu'on apprenne à connaître les gens avec qui on est. Okay. On vit au quotidien. Je connais M. Anjoal, je sais qu'il est totalement jovial. Quand il vient, il fait rigoler tout le monde, il rigole lui-même. Cette joie de vivre-là, je la lui reconnais. Et puis, du jour au lendemain, je vois que il n'est plus le même. Il n'est plus aussi taquin, il ne rigole plus lui-même, il devient terne et taciturne, il se replie sur lui-même et tout ça. Ça devrait être des signes d'alerte. Je ne dis pas que ça veut forcément dire qu'il y a un problème majeur, mais ça ne coûte rien d'approcher un tel frère, un tel ami pour lui demander ce qui ne va pas. Comme quoi ça commence quelque part forcément? Ça commence toujours quelque part. Ah non, Anjoal, je te connais d'une certaine façon, ces jours-ci, j'observe que tu ne rigoles plus comme avant. Est-ce qu'il y a un problème? En tout cas, sache que tu peux compter sur moi, je peux t'aider. Le dire, c'est créer un climat de confiance qui puisse amener la personne à nous faire des confidences. La personne peut nous parler et en nous parlant déjà, elle se vide. Deuxièmement, en nous parlant, elle peut découvrir des leviers sur lesquels elle peut s'appuyer qu'elle croyait impossible. Je peux avoir un problème que je peux penser insoluble et puis alors que les solutions existent en fait, mais c'est que moi je ne les vois pas. Quand j'en parle à quelqu'un, il ne banalise pas mon problème, mais il peut me proposer des alternatives. C'est le manque de visibilité sur les alternatives qui conduit souvent certaines personnes à prendre le raccourci du suicide, par exemple. J'ai un problème, je n'ai pas de visibilité sur les solutions. Je ne vois pas qu'on peut trouver des solutions. Je me dis, bof, la mort est mieux. Donc, il y a ces premiers problèmes-là qui est là. Le fait que la personne s'assombrisse. Quand je parle de s'assombrir, je ne parle pas forcément du teint qui va devenir plus mat, non. Dans la manière de faire la réaction, le comportement. Exactement. Il y a aussi le repli sur soi, qui est un signe. Souvent, les gens disent, mais tu as tel problème, pourquoi tu n'en parles pas? Le fait de ne pas en parler fait partie des signes du problème. Okay. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui facilement parle de ces choses et tout, et qui désormais ne parle plus, c'est qu'il y a un problème. Au lieu qu'on reste dans le jugement et la condamnation, au lieu qu'on lui reproche de ne plus parler, on l'approche dans un élan empathique. On se dit, lui qui parlait, s'il ne parle plus, c'est qu'il y a un problème. Donc, il a besoin d'aide nécessairement. Je m'approche de lui encore pour aller à la conquête, si vous voulez, de ce qui peut nuire à sa vie ici. Ce sont des signes. Il y a le fait que tout ce que je suis en train de dire là, que ça se déroule dans la durée, que ça s'étende dans le temps. Et puis, il y a aussi le fait que ça évolue en intensité chaque jour. Il y a les troubles auxquels on peut assister. Des troubles du sommeil, des troubles de l'érection, des troubles, par exemple, de l'humeur. On a une humeur, on peut passer de l'humeur totalement exaltée à une humeur totalement morbide. Et puis, il y a les pensées noires, les pensées morbides. Vous allez voir que la personne, elle va toujours voir les choses en noir. Vous mettez devant la personne un verre qui est à moitié plein, la personne ne va jamais dire le verre là, il est à moitié plein. Il va toujours dire le verre, il est à moitié vide. La personne va sortir, je vais faire un accident et je vais mourir. Mais qu'est-ce qui dit que je ne vais pas vivre? La personne tombe malade, son premier réflexe est de dire, oh, cette maladie-là va m'emporter. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que la maladie-là va m'emporter? Pourquoi? Alors que ça peut ne pas m'emporter. Quand on n'a pas de pensée positive, quand quelqu'un s'exprime de cette façon, parce que c'est des choses qu'on extériorise en général, mais ça passe incognito en fait. Parce qu'on ne fait pas très attention. La personne dit non, mais vraiment, la vie est trop compliquée. Moi, je pense que non, la mort est mieux. Hein. La personne dit ça. Vous allez assister à un autre phénomène. Surtout quand la personne est proche de la décision.
Quand la personne est proche de... Quand on passe juste à des envies suicidaires et qu'on est près du passage à l'acte suicidaire, très souvent, la personne commence à se débarrasser des choses qui comptent pour elle. OK. Vous allez voir ça. Elle a une montre de valeur à laquelle elle est très attachée. Elle va la vendre ou la donner, l'offrir à quelqu'un. Elle peut avoir des choses, sa voiture. Bon, OK, si jamais un jour je ne suis pas là, ma voiture là, je veux que ce soit telle personne qui la récupère. Oh, si jamais il y a telle chose qui m'arrivait, vraiment, je souhaite que ma maman là, elle soit traitée de telle façon. La personne commence à préparer son après. Mais elle le dit, quand elle commence à parler, on dit, oh, toi, tu aimes trop ça. Toi, tu aimes trop parler de la mort. Qui t'a dit ça? Arrête ça là. Ça, c'est nos réactions. Alors que la personne est en train d'extérioriser un mal-être profond. Alors, parlant de réaction, on va un peu rester là-dessus. Sans pour autant, sans être spécialiste comme vous, hein, qu'est-ce que nous, on peut dire à une personne qui réagit de cette manière? Que faire? Créer l'environnement. OK. Je ne veux pas aller très en profondeur là-dedans parce que certainement, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler demain. Oui, mais déjà, créer l'environnement pour que la personne puisse se confier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune raison que moi, j'arrive ce matin-là et que je vous parle de le jour où je ne serai pas là, Thierry, il faut gérer mes enfants de telle façon. Il n'y a aucune raison de le dire. Quand je vous le dis, il faut que ça vous interpelle, que ça vous dise, ah, ces messieurs-là, il y a quelque chose qui lui trottine dans la tête. Donc, vous pouvez m'approcher et puis créer l'environnement pour que je puisse me confier. OK. Parce que ce n'est pas toujours qu'on est prompt à exprimer notre mal-être intérieur. Voilà. Parce que très souvent, quand on extériorise notre inner feeling, notre mal-être interne, la tendance, c'est que les gens nous jugent. Bien sûr. La tendance, c'est que les gens nous condamnent. On a peur de ce jugement. Du jugement, du regard des autres. On a peur. Parce que quand on se confie, ce qu'on a confié, ça se retrouve sur la place publique le lendemain. Ouais. Les gens en parlent, ils en rigolent, et puis ils banalisent, comme on le disait là, notre mal-être, et puis ça devient l'objet de commérage et tout ça. Donc, pour éviter ça, les gens, ils préfèrent ne pas parler. Donc, si vous voulez aider la personne, c'est de créer le cadre de confidence. Oui. Et ce cadre de confidence-là, il va naître par rapport à un cadre de confiance. OK. Alors, nous allons revenir sur ce sujet forcément pour aller encore dans plus de détails. Nous nous sommes étalés sur les pathologies, sur les causes. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a dit depuis le début de nos échanges? On retient que l'envie suicide, si vous voulez, le suicide est un compagnon avec lequel tous nous cheminons chaque jour. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, il faut que nous développions de l'empathie, prendre les nouvelles les uns des autres. Nos parents le faisaient. Ils se réveillent le matin, ils font le tour du village, prendre les nouvelles de Pierre, de Paul, savoir comment est-ce qu'on a passé la nuit. C'est hyper important. On le faisait, on a perdu cette tradition-là. Oui. C'est des choses qui nous emmènent, nous ici, à savoir si les gens y vont bien. Donc, le mal-être des gens peut les emmener à prendre ce raccourci du suicide. Pour éviter cela, déjà, c'est de créer les conditions pour que chacun se sente bien. Et ces conditions-là, on aura l'occasion d'en parler, parce qu'il y a le chômage qui stresse les gens, il y a le fait qu'on n'a pas d'argent. Voilà, le manque d'argent, surtout. Voilà. Ça, je pense que c'est le moyen le plus évident. Quand on n'a pas d'argent... Voilà. On est quand j'ai pas d'argent, je ne suis pas bien. Tout le monde devient nerveux. Tout le monde devient nerveux quand il n'y a pas d'argent. Donc, et on oublie que plus de 70% de la population ivoirienne a moins de 30 ans. C'est des jeunes. Okay. Donc, des jeunes qui n'ont pas forcément tous les outils pour pouvoir résister face aux différents vents. Parce que dans leur éducation, on ne leur a pas donné, par exemple, on n'a pas développé le quotient d'adversité. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci de le signifier. Hein. C'est vrai que c'est difficile de garder le sourire comme Angeval quand on n'a pas d'argent, mais il faut tout de même garder le sourire parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. On ne peut pas tout avoir. Hein. Forcément, la vie n'est pas linéaire. Non, en tout cas, merci beaucoup. Frédéric Abidjo, avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver pour parler encore de ce sujet très, très, très important. Et oui, il est important pour nous, il est important de savoir tout ce que nous avons pu dire aujourd'hui. Demain, on reviendra encore sur ce sujet. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était Matin Bonheur. Nous sommes mardi aujourd'hui. Demain, mercredi, on sera forcément, obligatoirement présent pour votre plus grand plaisir. Que Dieu vous garde. Merci à toutes nos équipes et à demain. Au revoir.